Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. PNGOMABINDA, La pensée politique africaine contemporaine 2013. Stéphane ESSAGA, Droit des hydrocarbures en Afrique 2013. Kwame René Alou, La bourgeoisie municipale d'Afrique romaine 2013. Lambert MOSSOA, L'appareil éducatif en Centrafrique 2013. Joseph Eroumé Kadhafi, La gloire du vaincu 2013. Roger Mondoué et Yves Abel NGAGNGUMFEZ2 et ed. Identité nationale, postcoloniale ou contemporaine en Afrique. Réflexion en hommage aux 50 ans de l'Union africaine, 2013. Patrice LIBONGBADJAN. Réforme institutionnelle de la CEMAC. Jeu des acteurs, intérêt des États 2013. Albert Sanon, Yélé Péetrom, Initiation traditionnelle et éducation corporelle au Burkina Faso, 2013. Claudine Ogui ANGOUE, La dialectique du politique et du religieux pour une anthropologie du pouvoir au Gabon, 2013. Godwin Tete, Autopsie du développement pernicieux. Le cas du Togo 2013. Etanislas NGODI, Le mouvement de Siloulou dans le Poul ou les combattants de Saint-Michel, Congo-Brazzaville 2013. Etanislas NGODI, Opposition démocratique du Congo-Brazzaville 2013. Paul MALUMBA, DIR, Gestion durable des agro-systèmes en milieu tropical humide 2013. Anne-Marie Kofi Kouadio-Bla, La Côte d'Ivoire en crise face au droit international 2013. Mwamba Chibangu, Alexis Kaabambi, Étienne Tshisekedi, La trajectoire vers la présidence 2013. Barthélemy Ntomamengome, La bataille de Libreville. De Gaulle contre Pétain, 50 morts 2013. Alpha Oumar Diallo, bien enseigné en Afrique, oui, mais avec qui et comment 2013. Régine Ngono Bounongou, La réforme du système pénitentiaire camerounais. Entre héritage colonial et tradition coloniale, 2013. Augustin TCHAMENI, Évolution contemporaine du régionalisme africain 2013. Antoine NGAKOSSO, Réforme fiscale en Afrique. Le management du changement 2013. Jean-Baptiste NKULYINGOMA, Rwanda, Le pouvoir à tout prix 2013. Alain Laurent ABOA, Hilaire de Prince POKAM et Aboubakr Tandia, Démocratie et développement en Afrique, Perspective des jeunes chercheurs africains 2 volumes 2013. Fidel Bezeka Biaïgue, Souveraineté alimentaire en Afrique subsaharienne. Le cas du Gabon 2013. Patrice MOUNDOUNGAMOUITY, Le NEPAD. Histoire, défis et bilan 10 ans après 2013. Du même auteur. La modernisation des instruments financiers de paiement. Études comparatives Europe-Afrique. Édition universitaire européenne, 2011. Dédicace. À Christina C. Avant-propos. Prolongement de la thèse que M. Tchéoumalieu Fancy Manuel Roland a soutenue en mars 2010 à l'Université de Strasbourg sur le thème « Les stratégies de modernisation des instruments financiers de paiement », études comparatives Europe-Afrique. Cet ouvrage, de par la simplicité de sa rédaction, est destiné à tous les publics qui s'intéressent à un titre quelconque à la chose bancaire. D'abord au public des étudiants qui suivent un enseignement de droit bancaire et qui ont intérêt à connaître les règles qui gouvernent la profession bancaire. Ensuite au public des praticiens, les superviseurs, les banquiers et leurs conseils, qui peuvent utilement consulter l'ouvrage. Enfin au public des universitaires et chercheurs qui disposent ici de matériaux pouvant nourrir leurs réflexions sur un aspect ou un autre de leur recherche. L'ouvrage est divisé en 4 parties précédées et suivies d'une introduction générale et d'une conclusion générale. La première partie qui est consacrée au cadre institutionnel et aux enjeux de la réglementation bancaire dans la zone OHADA, fait le tour des autorités communautaires et nationales compétentes en matière d'élaboration des règles applicables dans le domaine bancaire et des objectifs poursuivis par la réglementation, ainsi que des principes pris en compte par les autorités pour son élaboration.
Quant à la deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur la consacre à retracer le cadre réglementaire de la profession bancaire. Cette partie de l'ouvrage passe en revue les conditions d'accès et d'exercice de la profession bancaire. La troisième partie, quant à elle, est consacrée aux instruments de la relation entre la banque et sa clientèle. La quatrième et dernière partie recense les règles qui s'appliquent aux établissements de crédit en difficulté. Celles-ci apparaissent comme étant essentiellement dérogatoires. En conclusion, le contenu de cet ouvrage ne devrait laisser indifférents ni les praticiens, ni les théoriciens, ni les spécialistes, ni les débutants qui s'intéressent au droit bancaire. KENMOGN, Simo Alain. Agrégé des facultés de droit. Université de Yaoundé 2, Cameroun. Remerciements. Il me sied de remercier tous ceux qui m'ont soutenu et m'ont apporté leur appui de quelque manière que ce soit tout au long de ce projet. Je pense particulièrement au professeur Alain Kenmogne Simo et au professeur Michel Storck, qui ont honoré cet ouvrage respectivement de son avant-propos et de sa préface. Pour le traitement informatique de cet ouvrage, je remercie très amicalement M. David Laplagne et M. El-Meki Lamli. Pour la relecture de cet ouvrage, j'ai pu compter sur Daniel Ebenezer Kefi, Daniel Moger Ngongang Tankwa, Eric Ngongang et Sabine Jo Ejong Gubong. Leur aide m'a été précieuse. Pour la mise en forme de cet ouvrage, je pense à Perrine Fourgeot que je remercie infiniment. Je pense également aux encouragements de mes proches de toujours, notamment Abdoulaye Kouyaté, Augustin Tchindatala, Beauclerc Njoya Nkanga, Daniel Ebenezer Kefi, Émile Derlin Kemfoué, Georges Fotsing, Jacques Chirac Wenji, Marcel Djoukeng, Roméo Tankwa, à Arcadius Chakam, Léonard Messi, me Armand Tenesso et me Laurent Bonge. Les discussions scientifiques et professionnelles menées avec eux et leurs conseils ont été toujours productifs. Je remercie pour l'ensemble de leur soutien infini, M. Philippe Wanji, président de l'ISMAT, et Mme Louise Wanji. Je pense également mon ami Clovis Noël Ngasse et à mon cousin Roger Alain Yumbi Fancy pour leur soutien de tous les instants. Je remercie très particulièrement pour leurs conseils et pour leur soutien inlassable, Christina, Stéphania et Antonino, Comte Arthez, Gabriel Yeager, Théodore et Eugénie Nkamdo. Je pense à leur infinie présence. Je pense à mes parents, Madame Rose Degoué et Feu Sa Majesté Raphaël Fancy, ma tante, Madame Monique Yumbi Tchendier, à tous mes frères et sœurs, princes et princesses Babouane, et à Sa Majesté Théodore Tualieu de Fancy, roi des Babouanes. Préface. Cet ouvrage est le prolongement de la thèse de doctorat en droit soutenue par M. Tchéoumalieu Fancy Manuel Roland en mars 2010 à l'Université de Strasbourg sur le thème « Les stratégies de modernisation des instruments financiers de paiement, étude comparative Europafrique ». Fort de cette analyse comparative qui lui a permis de découvrir l'importance de l'harmonisation et de l'unification des normes en matière bancaire dans les relations internes et internationales, M. Tchéoumalieu Fancy s'est orienté vers un nouveau champ d'investigation et de recherche qui est celui de présenter le droit bancaire de l'espace OHADA. Ce nouvel ouvrage de M. Tchéoumalieu Fancy ne se réduit pas à une description analytique, à des fins pédagogiques, de ce droit. C'est une synthèse des règles applicables qui est proposée, enrichie de références aux règles et pratiques consacrées dans les conventions et pratiques internationales. En l'absence d'acte uniforme en la matière, l'industrie bancaire dans l'espace OHADA est réglementée par les normes bancaires fixées par les autorités communautaires en UEMOA et en CEMAC. Les législations communautaires ainsi édictées ont permis au sein de chaque sous-région de coordonner et d'harmoniser les législations disparates, qui étaient spécifiques à chacun des pays membres. L'adoption des normes à l'échelle sous-régionale dans ces deux zones ainsi que les réformes régulièrement menées ont permis d'aligner le système bancaire de la CEMAC et de l'UEMOA sur les standards bancaires internationaux. Il peut être relevé que les normes prudentielles de l'espace OHADien ont été fortement inspirées des recommandations adoptées par le comité de Bâle, elles aussi régulièrement révisées. De même, les normes communautaires édictées concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont été très largement inspirées des normes élaborées dans le cadre de la Convention onusienne sur cette question. Au sein de cet espace OHADA, la coexistence des banques multinationales et des établissements de crédit locaux,
ainsi que des établissements de microfinance ou de groupements tontiniers donnent un autre visage d'un shadow banking. Les observations très pertinentes portant sur la pratique bancaire, sur le comportement des établissements bancaires et de leurs clients professionnels et non professionnels, conduisent M. Cheou-Malieu Fancy à suggérer des réformes portant notamment sur la régulation et la gouvernance des banques, ainsi que sur la protection nécessaire des clients et épargnants par le développement de codes de bonne conduite et la consécration d'un devoir d'information à l'égard des clients. Les techniques de paiement et de crédit sont elles aussi passées au crible. Sous l'influence de la pratique des affaires, des mécanismes bien rodés de paiement se sont développés dans tous les pays, encadrés par des conventions internationales qui en fixent les lignes directrices. Pendant longtemps, l'instrument de paiement privilégié par les professionnels et par les particuliers a été le chèque. La généralisation des paiements par chèque a toutefois fait apparaître les limites de cette technique de paiement, notamment dans les relations internationales. Coûts de traitement élevés portés par les banques, multiplication des chèques de faible montant, prolifération des chèques non provisionnés, traitement des incidents de paiement. Des procédés de remplacement du chèque sont apparus. Virement, avis de prélèvement, puis développement de la monnaie électronique par l'utilisation de cartes de paiement. M. Cheou-Malieu Fancy, qui maîtrise parfaitement le sujet, étudie toutes ces techniques de paiement et recherche les causes du trop faible développement des techniques dématérialisées de paiement. Dans l'espace OHADA, le système bancaire souffre d'un taux de bancarisation trop faible, lié à de multiples paramètres. Le montant élevé des frais, commissions et agios bancaires, la méfiance de la population au regard des conséquences des trop nombreuses procédures d'insolvabilité visant des établissements de crédit, des techniques de paiement traditionnelles trop peu ouvertes aux opérations dématérialisées ou à distance. Cette approche conduit M. Cheou-Malieu Fancy à proposer des adaptations et des réformes destinées à renforcer le dispositif institutionnel et réglementaire afin de doter l'espace OHADA d'un encadrement bancaire conforme aux standards internationaux et offrant toutes les garanties nécessaires pour protéger les épargnants. La voie est ouverte pour que le système bancaire de l'espace OHADien puisse s'inscrire dans un cadre international sécurisé et protecteur des épargnants et investisseurs. Souhaitons que la voie soit également ouverte à M. Cheou-Malieu Fancy vers une carrière universitaire, et qu'il puisse nous livrer dans l'avenir d'autres écrits présentant les mêmes qualités scientifiques de clarté et de pertinence. Michel Storck, professeur à l'Université de Strasbourg. Directeur du Master Droit des Affaires. Liste des principales abréviations. ANIF, Agence nationale d'investigation financière. APECCAM, Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. ATD, avis à tiers détenteurs. BAD, Banque africaine de développement. BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Biblio, Bibliothèque. BIC, Banque identifiée code. BM, Banque mondiale. WOOL. CIV, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation française, Chambre civile. WOOL. Crime, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation française, Chambre criminelle. WOOL. Joly, Bulletin Joly. BRDA, Bulletin rapide de droit des affaires. CAS. COM, Cour de cassation française, Chambre commerciale. CAS. Crime, Cour de cassation française, Chambre criminelle. CAS. SOC, Cour de cassation française, Chambre sociale. CBC, Commercial Bank of Cameroun. CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, de l'OHADA. CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations financières. CERBER, Système de collecte, d'exploitation et de restitution aux banques et établissements financiers des États réglementaires. CONFER. CFA, Communauté financière africaine. CH. Chambre. Chronie. CIV première, Cour de cassation française, première chambre civile. CIV deuxième, Cour de cassation française, deuxième chambre civile. CIV troisième, Cour de cassation française, troisième chambre civile. CNC,
Conseils nationaux du crédit. COBAC, Commission bancaire de l'Afrique centrale. COL. Collection. COM, Cour de cassation française, Chambre commerciale. COM, commentaire. CRIM, Cour de cassation française, Chambre criminelle. CS, Cour suprême du Cameroun. CUJAS, Bibliothèque interuniversitaire CUJAS de droit et de sciences économiques. D. Recueil d'allose. DAB, distributeur automatique de billets. D. Affaires, recueil d'allose affaires. Doctrine. Droit des sociétés, revue de droit des sociétés. Aide édition. FASC. Fascicule. Phare, fer à repasser. Phare, mécanique qui est une imprimante manuelle dans laquelle sont insérées une facturette en 3 exemplaires et la carte bancaire du client. FICOBA, fichier de compte bancaire. FMI, Fonds monétaire international. GAB, guichet automatique de billets. GAZ. PAL, Gazette du Palais. GCAP, Groupe consultatif pour l'assistance aux plus pauvres. GIECB, Groupement d'intérêt économique, carte bancaire France. JIMUEMOA, Groupement intermonétique Union économique et monétaire ouest-africaine. IBAN, International Bank Account Number. IBIDEM ou IBIDEM, au même endroit dans le même texte. IDEM, le même la même chose. IMCEC, Institution mutualiste d'épargne et de crédit. IMF, Institution de microfinance. INDAN, Infra voire plus bas. IR, Information rapide. JCP, Juris classeur périodique. JCP édition. Juris classeur périodique, édition entreprise, semaine juridique. JO, journal officiel. LCR, lettre de change relevée. LGDJ, librairie générale de droit et de jurisprudence. LITEC, librairie technique. Numéro. OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. OHADATA. Référence du site de l'OHADA attribuée aux travaux publiés en ligne sur www.ohada.com. OMAC, Office monétique de l'Afrique centrale. OPCIT, Opère Citato cité plus haut. ORD, ordonnance. P. Page. Penant, Revue de droit des pays d'Afrique. PP. Page. PPE, Personne politiquement exposée. PRE accent aigu C, précité. Préface. PUA, Presse universitaire d'Afrique. PUF, Presse universitaire de France. RCCM, Registre du commerce et du crédit mobilier. RD. Bancaire et bourse, Revue de droit bancaire et de bourse. REC, requête. REP. CIV. Dalloz, Répertoire civil Dalloz. RE accent aigu V. SC. Crime, Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé. REV, Société, Revue de droit des sociétés. RIB, Relevé d'identité bancaire. RJCOM, Revue de jurisprudence commerciale. RJDA, Revue de jurisprudence de droit des affaires. RTD-CIV, Revue trimestrielle de droit civil. RTD-COM, Revue trimestrielle de droit commercial. SA, Société anonyme. SARL, Société à responsabilité limitée. SCS, Société en commandite simple. SFD, Système financier décentralisé. SICAUEMOA, Système interbancaire de compensation automatisé dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. SIRET, recueil SIRET. SNC, Société en nom collectif. Sommaire. STARUEMOA, Système de transfert automatisé et de règlement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Supra, voire plus haut. SV suivant. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Sigma, Système de gros montants automatisé. SYSTAC, Système de télécompensation de l'Afrique centrale. TETOM. TIAO, Taux d'intérêt des appels d'offres. Type, titre interbancaire de paiement. TISP, Taux d'intérêt sur les placements. TPE, Terminal de paiement électronique. TPV, Terminaux point de vente. Tribunal.
Trib. Comme, tribunal de commerce. TGI, tribunal de grande instance. TPI, tribunal de première instance. UDEAC, Union douanière et économique de l'Afrique centrale. UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. UMOA, Union monétaire ouest-africaine. 5. Vol volume. Introduction générale. Dans tous les pays comme dans l'espace OHADA, le secteur de la banque et finance compte parmi les secteurs les plus réglementés de l'économie. Le principe affirmé de la liberté de commerce et d'industrie est applicable en matière commerciale en général, mais reste une exception en matière bancaire qui reste une activité particulièrement très encadrée. Cet encadrement est le fait des autorités ou institutions compétentes qui gouvernent l'industrie bancaire et financière. Il faut remarquer qu'en l'absence d'un acte uniforme relatif à l'activité bancaire, il est revenu aux deux sous-régions UMOA et CEMAC dont les États membres sont tous membres de l'OHADA, d'intervenir par les législations bancaires harmonisées voire uniformisées à l'échelle de chaque sous-région. En dépit de l'absence d'un acte uniforme OHADA portant sur l'activité bancaire, il faut remarquer que tout un pan de la réglementation bancaire reste appréhendé par certaines normes uniformes OHADiennes, ou inspirées par les normes ou recommandations internationales. L'interventionnisme étatique des autorités dérivées des deux sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest s'est donc accru après la grande crise bancaire de la fin des années 80 qu'a connue le continent. Cet interventionnisme s'est matérialisé dans les actes par les réformes substantielles, dans les zones UMOA et CEMAC. Il faut remarquer que dans ces deux sous-régions, n'existait aucun organe de supervision et surtout de contrôle de l'activité bancaire permanent sous-régional avant la crise bancaire de la fin des années 80. Pour juguler les effets dévastateurs de cette crise sur l'industrie bancaire et sur l'économie tout entière, les autorités dans ces deux espaces dérivés ont créé des organes de supervision et de contrôle de l'activité bancaire. Cette intervention s'est avérée indispensable pour recréer de la confiance auprès de la population, encourager l'épargne et relever le taux de bancarisation qui demeure très faible. L'intérêt étant de rassurer les épargnants de la sécurisation de leurs dépôts. La réglementation bancaire vise ainsi prioritairement la protection des clients des banques et à garantir la sécurité du système bancaire et financier. Les normes établies fixent l'enjeu voire le cadre institutionnel de l'activité bancaire, première partie, le cadre réglementaire de la profession bancaire, deuxième partie, les instruments de la relation entre le banquier et sa clientèle, troisième partie, et les normes spécifiques qui s'appliquent en cas de dysfonctionnement des établissements de crédit, quatrième partie. Première partie. Cadre institutionnel et intérêt de la réglementation bancaire en OHADA. Le cadre institutionnel de l'activité bancaire, plus connu sous le vocable de source de l'activité bancaire, s'est progressivement mise en place avec le soin des autorités qui ont constitué les organes compétents de surveillance et de contrôle pour parer aux éventuelles crises et risques d'envergure systémique. Ce sont ces autorités qui édictent les règles de conduite de l'activité bancaire et veillent également à leur respect. Chapitre 1. C'est sous la supervision et le contrôle de ces autorités que seront accomplis les principes et les objectifs de la réglementation. Chapitre 2. Chapitre 1. Le cadre institutionnel OHADIEN de l'activité bancaire. Dans l'espace OHADA, la réglementation de l'industrie bancaire est le fruit de deux législations dérivées. Il s'agit du droit communautaire de l'Afrique de l'Ouest avec la zone UMOA et du droit communautaire de l'Afrique centrale avec la zone CEMAC. Le cadre institutionnel de l'activité bancaire OHADien est ainsi composé des organes, institutions et autorités de ces deux sous-régions qui interviennent en la matière. Au sein de chaque sous-région, les États membres interviennent encore à travers certains organes nationaux de contrôle de l'activité. Cependant, la formulation des normes ainsi que l'animation du contrôle et de supervision de l'activité bancaire sont organisées pour l'essentiel à l'échelle sous-régionale. L'étude du cadre institutionnel de l'industrie bancaire commande ainsi d'analyser d'abord l'activité des organes communautaires concernés, section I, avant d'insister ensuite sur l'activité des organes nationaux intervenants, section 2. Section 1. Les organes communautaires concernés.
L'étude de l'activité bancaire dans l'espace OHADA se résume en la réglementation de 2 espaces intégrés, à savoir l'espace Afrique de l'Ouest avec la zone UEMOA et l'espace Afrique centrale avec la zone CEMAC à travers leurs institutions respectives compétentes en la matière. Pour mieux examiner l'action entreprise en faveur de la supervision et du contrôle bancaire, il faut remonter à la situation antérieure à la crise bancaire de la fin des années 80, dont la portée systémique a été dévastatrice pour les banques du continent en général et pour celles des 2 sous-régions en particulier. À cette époque, avec l'absence des organes de contrôle permanents des établissements de crédit, les crédits étaient octroyés à des taux préférentiels, pas de ratio prudentiel rigoureux à respecter et aucune véritable sanction pour les contrevenants à la réglementation parcellaire existante. Que ce soit en zone UEMOA ou en zone CEMAC, le cadre institutionnel de nos jours est formé aussi bien par les organes de contrôle et de surveillance, 1, mais également par les banques centrales, 2. 1. Les organes de contrôle et de surveillance. L'activité bancaire est fortement réglementée. Les organes compétents filtrent très rigoureusement l'accès à cette profession. Les normes édictées restent également très contraignantes pour les établissements de crédit autorisés à exercer. Il s'agit de l'action de contrôle et de surveillance des établissements de crédit. Cette action est accomplie en Afrique centrale par la COBAC, A, et en Afrique de l'Ouest par la Commission bancaire de l'UEMOA, B. A. La COBAC en Afrique centrale. Avant la crise bancaire de la fin des années 80, la mission de contrôle des établissements de crédit fut d'abord confiée à la BEAC. Mais, cette institution a très vite montré ses limites car les pesanteurs politiques et de souveraineté des États étant énormes à cette époque. Au sein de la BEAC, fut créée la cellule de contrôle des banques qui, après échec, a cédé sa place à la direction de la réglementation et du contrôle des banques pour plus d'efficacité. Dans la deuxième partie de la décennie 80, les établissements de crédit de la zone CEMAC connaissent de sérieuses difficultés non seulement à cause de la conjoncture économique internationale, mais également à cause de nombreuses insuffisances de gestion. Dans une telle situation, la restructuration des systèmes bancaires parcellaires de la zone ainsi qu'une réforme du dispositif global de surveillance des établissements de crédit s'imposait. C'est dans ce contexte qu'a été signée entre les États membres le 16 octobre 1990, la Convention portant création d'une commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Sa mission principale est de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités, la Banque centrale ou par elle-même. Pour la mise en place des réalisations et objectifs assignés à la COBAC ainsi que pour son bon fonctionnement, les États membres ont ressenti la nécessité de la cohérence de leur réglementation bancaire. Il s'agit à travers les normes intégrées, d'assurer la cohérence de leur politique relative à l'exercice de la profession, d'assurer la cohérence du contrôle des établissements de crédit ainsi que la distribution et le contrôle du crédit bancaire. C'est ainsi qu'a été signée le 17 janvier 1992 la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique centrale. Pour mieux comprendre l'étendue des pouvoirs reconnus à la COBAC, 1. Il importe d'insister au préalable sur son organisation, 2. 1. L'organisation de la COBAC. Organe de contrôle et de supervision de l'activité bancaire dans la zone CEMAC, la COBAC comprend comme membres un président qui est d'office le gouverneur de la BEAC, assisté d'un vice-gouverneur. Le secrétariat général qui est la permanence administrative de la commission est dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. En dehors du président, la commission compte 11 membres dont 7,07 membres ou leurs suppléants désignés ès qualité, en raison d'un commissaire par État. La désignation du 7e membre étant rotative entre les États de la CEMAC. Ils sont nommés pour un mandat de 3,03 ans renouvelable 2,02 fois sur proposition du gouverneur de la BEAC et du conseil d'administration de la BEAC. 3,03 commissaires ou leurs suppléants nommés ès qualité de censeur de la BEAC. 1,01 commissaire ou son suppléant représentant la Commission bancaire française désigné par le gouverneur de la Banque de France. La COBAC se réunit 2,02 fois par an et autant que nécessaire, à l'initiative du président.
Pendant les réunions, les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers des voix exprimées. La COBAC dispose des pouvoirs et des compétences énormes en matière de contrôle et de surveillance de l'activité bancaire. 2. Les pouvoirs de la COBAC. Les compétences de la COBAC lui donnent les pouvoirs de diverses natures. C'est ainsi que la commission bancaire a sur tous les établissements de crédit de la zone CEMAC un pouvoir administratif, réglementaire, de contrôle et même de sanction. Le pouvoir administratif de la COBAC lui donne le droit de délivrer les avis conformes dans les procédures d'agrément et d'autorisation individuelles même si les dossiers sont instruits et lui sont transmis par les autorités monétaires nationales. C'est en vertu de l'exercice de son pouvoir administratif que la COBAC peut prendre des mesures conservatoires en mettant un établissement de crédit sous le régime d'administration provisoire. Elle est habilitée à nommer un liquidateur bancaire dans les établissements de crédit qui cessent d'être agréés, ou qui connaissent une situation financière difficile et irrémédiablement compromise. En vertu de son pouvoir réglementaire, la COBAC dispose de toutes les compétences pour définir le plan et les procédures comptables applicables aux établissements de crédit ainsi que les différentes normes prudentielles de gestion. Le dispositif prudentiel de la COBAC a été largement inspiré des principes édictés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire sans s'éloigner des traits spécifiques propres aux économies des pays membres. Relativement à son pouvoir de contrôle, la COBAC veille à ce que la réglementation bancaire soit respectée par les établissements de crédit. À partir de son secrétariat général, la COBAC diligente le contrôle sur pièce ou permanente ainsi que le contrôle sur place et inopiné de ces établissements de crédit. À ce titre, la COBAC a pleine compétence pour diligenter toutes les vérifications commandées par l'urgence et rend simplement compte aux autorités nationales des résultats des enquêtes. La COBAC utilise le CEBER comme système de collecte des informations pour les états réglementaires, ainsi que pour leur échange avec les établissements de crédit assujettis. L'uniformisation des procédures d'évaluation et d'enregistrement des opérations imposées par la COBAC devenait ainsi indispensable pour permettre la comparaison des établissements de crédit, sur la base de leur situation comptable et notamment pour que leur cotation à partir de ces données soit objective. C'est à juste titre que le plan comptable des établissements de crédit, PCEC, a été adopté et fait l'objet du règlement COBAC R-98-98/01 du 15 février 1998. Pour mieux accomplir leur mission, les contrôleurs de la COBAC sont astreints au secret professionnel. La COBAC dispose en outre d'un véritable pouvoir de sanction. Étant également considérée comme un organe juridictionnel, elle peut intervenir à titre disciplinaire sans préjudice des éventuelles sanctions que pourront prendre les autorités judiciaires nationales des pays membres. À l'encontre des établissements de crédit et de leurs dirigeants, la COBAC peut prononcer les sanctions suivantes: l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de l'activité bancaire, la suspension ou la révocation des commissaires aux comptes, la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables et enfin, le retrait d'agrément. La surveillance de l'activité bancaire est assurée en Afrique de l'Ouest par la Commission bancaire de l'UEMOA. B. La Commission bancaire de l'UEMOA. Le contrôle de l'activité bancaire en Afrique de l'Ouest est assuré par la Commission bancaire de l'UEMOA. Présidée comme dans le cadre de la COBAC en zone CEMAC par le gouverneur de la Banque centrale, la Commission bancaire de l'UEMOA est chargée de la surveillance et du contrôle des établissements de crédit de toute la zone. Elle a été créée le 24 avril 1990 par une convention qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1990. Comme en zone CEMAC, sa création est une réaction voire une réponse à la grave crise bancaire qui a profondément frappé le système bancaire des pays de l'UEMOA à la fin des années 80. Il fallait créer un tel dispositif afin d'exercer un contrôle efficace des établissements de crédit de l'Union, et surtout, les amener à respecter les différents ratios prudentiels. Sur le plan de ses compétences, la Commission bancaire de l'Union comme son homologue de la COBAC est habilitée dans les mêmes termes à exercer à l'encontre des établissements de crédit assujettis, le contrôle permanent ou sur pièce ainsi que le contrôle inopiné sur place. Elle se réunit au moins une fois par trimestre et est dotée d'un secrétariat permanent composé de fonctionnaires de la BCEAO.
Par ailleurs, la commission bancaire contrôle l'accès à la profession bancaire à travers sa compétence sur les questions d'agrément des établissements de crédit. La commission bancaire est également compétente pour prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions en vigueur. Enfin, la commission bancaire comme la COBAC en zone CEMAC est compétente pour prononcer à l'encontre des établissements de crédit assujettis des sanctions disciplinaires en fonction de la gravité de l'infraction commise dans la gestion. Pour parfaire sa mission de contrôle et faciliter en même temps un climat de collaboration avec les établissements de crédit, la commission bancaire a innové avec la publication d'un manuel, le Guide du banquier, qui se veut un véritable vade-mecum du banquier. Les commissions bancaires travaillent en effet, en étroite collaboration avec les banques centrales. 2. Les banques centrales, BCEAO-BEAC. Parmi les autorités institutionnelles qui interviennent dans l'activité bancaire dans l'espace OHADA, viennent incontestablement les autorités monétaires. Les deux sous-régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale qui constituent l'espace OHADA sont dotées chacune d'une banque centrale également à vocation sous-régionale. Il s'agit pour l'Afrique de l'Ouest, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et pour l'Afrique centrale, de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC. Les objectifs assignés à ces deux banques centrales sont très diversifiés. Cependant, de façon synthétique, la BCEAO comme la BEAC sont devenus des réels instruments de politique monétaire, A, ainsi que des instruments de gestion des moyens de paiement, B. A. Intervention dans la politique monétaire. La politique monétaire de ces deux sous-régions est conduite par les deux banques centrales. Outre le privilège exclusif de l'émission monétaire, la BCEAO et la BEAC ont principalement pour objectif d'assurer la stabilité des prix pour consolider la valeur de la monnaie commune dans un environnement caractérisé de toute évidence par la totale liberté des transferts des ressources à l'intérieur de la zone franc. Le rôle de la monnaie dans une économie est toujours prépondérant, et son encadrement s'impose à toutes les autorités monétaires. Pour mieux encadrer la monnaie qui est un bien dans le vocable strictement économique, il revient aux autorités monétaires de fixer le cadre de son émission ainsi que les normes permettant d'assurer sa stabilité. L'intervention des deux banques centrales sur la politique monétaire en zone OHADA est globalement perceptible et significative au niveau de leur politique de refinancement, 1, et des réserves obligatoires, 2. 1. Intervention dans la politique de refinancement. La politique de refinancement, principal mode d'intervention de la BCEAO et de la BEAC, s'exécute via le marché monétaire. Mise en œuvre sous forme d'avance sur titre, cette politique revêt deux formes. Une action par les quantités que l'on qualifie d'objectifs de refinancement, A, et une action par les prix que l'on qualifie de taux d'intérêt, B. A. L'action par les quantités, les objectifs de refinancement. L'action par les quantités est l'un des piliers de la politique de refinancement des banques centrales. En ce qui concerne l'action par les quantités, la BEAC s'appuie essentiellement sur l'exercice de programmation monétaire pour arrêter les objectifs de croissance des agrégats monétaires et de refinancement compatibles avec la réalisation des objectifs finaux de la politique monétaire. Les objectifs de refinancement poursuivis par la BCEAO sont exprimés dans les termes similaires. Il est précisé que la recherche de l'objectif de politique de monnaie et de crédit est en accord avec le souci de créer les conditions saines d'une croissance économique durable, favorisant le plein emploi et l'équilibre extérieur. Pour ce faire, la politique monétaire vise essentiellement à assurer un ajustement efficace de la liquidité bancaire ainsi que la promotion de l'épargne et son allocation optimale à l'intérieur de l'Union. Dans le cadre des accords de mobilisation, les deux banques centrales distinguent parmi les titres de créance inscrits à l'actif des établissements de crédit, ceux qui peuvent servir de support à ces concours. Dans le cadre de la CEMAC, la BEAC arrête ainsi de façon trimestrielle un objectif de refinancement qui représente la limite maximale des avances qu'elle est disposée à accorder aux établissements de crédit éligibles au niveau 2 du marché monétaire. Cet objectif peut être dépassé par État si le taux de couverture extérieure de la monnaie est globalement satisfaisant pour la zone, et s'il existe des facultés d'avance disponibles recensées au niveau des établissements de crédit éligibles. À cet effet,
Il est prévu un mécanisme d'intervention ponctuel assorti de conditions de taux spéciaux. En revanche, cet objectif devient un plafond rigide si le pays est en programme avec le FMI, ou si le taux de couverture extérieure se dégrade profondément en se situant en deçà de 20%. Pour mieux cerner les contours du refinancement, il faut préciser les deux niveaux de marché existants autour desquels le système est organisé. Le système de la BEAC de marché monétaire qui sera décrit est similaire à celui de la BCEAO. Le système de refinancement est globalement organisé à deux niveaux. Le niveau 1 correspond au compartiment interbancaire. Le marché interbancaire est un compartiment spécifique du marché monétaire sur lequel un nombre limité d'intervenants échangent entre eux des liquidités en compte à la Banque centrale à des conditions de montant, de taux, de durée et éventuellement de garantie librement débattues sans l'interférence de l'institut d'émission. Ce compartiment a une vocation nationale, mais ses participants sont libres d'effectuer des prêts transnationaux à l'intérieur de la zone d'émission. Les taux sur le marché interbancaire s'établissent à des conditions librement négociées, suivant la loi de l'offre et de la demande. À juste titre, le taux interbancaire moyen pondéré TIMP est calculé chaque jour par la Banque centrale pour les différentes durées des opérations. Le niveau 2 se rapporte aux interventions de la BEAC effectuées à travers deux guichets A et B, en faveur des établissements de crédit éligibles. Compte tenu des orientations de politique monétaire et de crédit d'une part, de l'évolution des facteurs de la liquidité bancaire d'autre part, la BEAC peut être amenée à intervenir pour refinancer le système bancaire. NB. Lorsque le marché monétaire est liquide ou surliquide, la Banque centrale pour ne pas créer l'inflation réduit son refinancement ou le suspend. Par contre, lorsque le marché monétaire manque de liquidité ou est sous-liquide, la Banque centrale intervient à travers un refinancement approprié et conséquent. Cette intervention de la Banque centrale en fonction de la liquidité ou de la sous-liquidité du marché est connue sous le vocable de phénomène de pondération. L'accès au guichet de la Banque centrale dans le cadre du marché monétaire est réservé aux établissements de crédit éligibles, pour des avances, et à ces mêmes établissements ou certains organismes financiers, pour des placements. Enfin, l'objectif de refinancement est spécifique à chaque pays et désigne le potentiel de refinancement que l'institut d'émission est susceptible d'accorder aux établissements de crédit d'un État, sans remettre en cause les grands équilibres macroéconomiques. C'est à travers un mécanisme similaire que la BCEAO intervient sur le marché monétaire de l'UEMOA, c'est-à-dire sur les deux niveaux de marché, et à travers les deux guichets par des pondérations nécessaires et conséquentes. La politique du taux d'intérêt également reste identique dans les deux zones. B. L'action par les prix, les taux d'intérêt. La politique des taux d'intérêt est un domaine d'intervention très pertinent de l'action des deux banques centrales. Dans la zone CEMAC, l'action par les taux d'intérêt s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique des taux de la banque. Les avances sont accordées à un taux d'intérêt fixé par le comité de politique monétaire, suivant les objectifs de la politique monétaire. Par ailleurs, la BEAC ponctionne de la liquidité par le biais des appels d'offres négatifs à un taux d'intérêt fixé par le comité de politique monétaire. Dans la zone UEMOA, la politique des taux d'intérêt participe non seulement à la mobilisation de l'épargne en vue d'un financement sain des économies, mais contribue également à l'allocation optimale des ressources financières à l'intérieur de l'Union. À juste titre, cette politique des taux d'intérêt s'appuie sur l'open market, la promotion du marché interbancaire et la libéralisation des conditions de banque. La politique des taux d'intérêt s'articule également autour des taux directeurs de la Banque centrale. Il s'agit d'une part, du taux d'escompte applicable au guichet du réescompte, procédure d'achat définitif d'effet à 12 mois au plus, et d'autre part, du taux de pension pour l'achat temporaire d'effet à 30 jours au plus. À ces taux, il faut ajouter les taux monétaires par appel d'offres. Le constat qu'il faut dégager est que l'action liée au prix de la politique monétaire dans les deux sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest est identique, et la loi d'appel d'offres reste en la matière un déterminant très pertinent. Qu'en est-il alors des réserves obligatoires ? 2. Intervention dans la politique des réserves obligatoires.
Les réserves obligatoires méritent leur pertinence compte tenu du fait qu'elles constituent non seulement un élément de la politique monétaire, mais elles constituent également un instrument de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Sa constitution n'est pas laissée à la libre appréciation des établissements de crédit assujettis. Ces derniers sont obligés de constituer auprès de leur banque centrale ces provisions obligatoires par l'ouverture d'une sorte de portefeuille dit des réserves obligatoires RO. En zone CEMAC, le comité de politique monétaire peut prendre toutes les dispositions pour imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves obligatoires. Concrètement, le recours aux réserves obligatoires vise à mettre en banque le système bancaire, c'est-à-dire à le contraindre au refinancement lorsque les facteurs autonomes de la liquidité bancaire engendrent un excédent de monnaie centrale pour les établissements de crédit. C'est pour ces raisons structurelles que les réserves obligatoires sont perçues comme un réel dispositif complémentaire à la politique de refinancement. En zone UEMOA, le système des réserves obligatoires a été également prévu par les statuts de la BCEAO. Il est ici destiné à compléter le dispositif de contrôle de la liquidité bancaire, au lendemain de la réforme du système bancaire. Pour son application, les coefficients de réserve sont fixés de manière différenciée selon les pays en fonction de l'évolution de la conjoncture, tandis que l'assiette est définie de manière conforme en considération des impératifs de la politique monétaire commune. La constitution des réserves obligatoires obéit à un double souci. D'une part, celui de participer au refinancement du système monétaire et d'autre part, celui de concourir à l'impératif de contrôle de la liquidité bancaire. Dans l'espace OADA, les deux banques centrales, à savoir la BEAC et la BCEAO, s'attellent à contrôler le respect de ces impératifs de même qu'elles assurent la gestion des moyens de paiement ainsi que la centralisation des risques de paiement. B. Les réels intervenants dans la gestion des moyens de paiement. Les banques centrales sont fondamentalement investies des prérogatives de gestion des moyens de paiement. Si elles ont la fonction exclusive de la monnaie au sein de leur sous-région, il leur revient également de veiller à ce que la circulation de cette monnaie soit aisée. La monnaie étant l'instrument indispensable de dénouement des transactions commerciales, il appartient à la Banque centrale d'organiser un système de gestion approprié des moyens de paiement. Ces instruments de paiement restent largement tributaires de l'évolution technologique et informatique de notre ère. Par conséquent, leur gestion ne concerne plus uniquement la monnaie matérielle, mais de plus en plus la monnaie virtuelle ou immatérielle. Il importe dès lors d'analyser comme dans l'espace OADA, les deux banques centrales concernées se sont organisées pour mettre sur pied les systèmes de gestion des moyens de paiement qui s'arriment aux exigences de célérité et de sécurité du nouveau monde des affaires au carrefour des mutations technologiques et informatiques. Le système de gestion des moyens de paiement mis sur pied par la BCEAO et la BEAC sera d'abord analysé 1. Avant l'examen de leur intervention dans la centralisation des risques de paiement. 2. 1. Système de gestion des moyens de paiement de la BCEAO et de la BEAC. La réglementation bancaire en OADA s'est particulièrement préoccupée de la réforme du système de paiement, car le secteur conditionne la conduite des affaires. Un environnement des affaires moderne, compétitif et attractif doit se doter d'un système de règlement moderne avec les garanties de sécurité, de fiabilité et surtout de célérité car la conduite des affaires est également tributaire des exigences de célérité et de sécurité. Le système mis sur pied par la BCEAO en zone UEMOA sera d'abord analysé A. Avant celui développé par la BEAC en zone CEMAC, B. A. Système mis en place par la BCEAO en zone UEMOA. Les moyens de gestion et de paiement mis en œuvre sont désormais très modernes en Afrique de l'Ouest. Les autorités monétaires de cette sous-région à travers le groupement intermonétique de l'UEMOA, GIMUEMOA, ont mis en œuvre des cartes de paiement multifonctionnelles UEMOA, dotées des caractéristiques d'interopérabilité et d'interbancarité. Parallèlement aux modes de paiement direct comme les paiements en espèces ou en billets de banque, les cartes bancaires aux fonctionnalités de paiement sont en train d'émerger très considérablement puisqu'elles sont utilisables sur l'ensemble de la sous-région UEMOA. La gestion des moyens de paiement intègre deux considérations notables.
l'échange des moyens de paiement de masse ou de petits montants d'une part et l'échange des moyens de paiement de gros montants d'autre part. Toute politique de gestion des moyens de paiement s'élabore suivant cette distinction. Cette distinction est fondamentale, car la moindre défaillance dans l'exécution d'un ordre de paiement peut être très néfaste pour l'économie, surtout lorsqu'il s'agit d'un dispositif de paiement de gros montants. Cette dernière catégorie est dotée d'une importance systémique, car toute défaillance dans son fonctionnement peut déboucher sur un risque global avec un effet domino sur les autres composantes économiques, hypothèse redoutable pour tout système bancaire. En ce qui concerne l'échange des moyens de paiement dits de masse, la BCEAO a mis sur pied le système interbancaire de compensation automatisée de l'Union, ou SICAUEMOA, qui permet aux établissements de crédit de la zone de télécompenser leurs effets. Il s'agit notamment de l'échange interbancaire et automatisé de la monnaie scripturale, qui circule entre leurs clients respectifs. Le système de télécompensation est une réelle réaction des autorités monétaires de la zone de mettre en œuvre un véritable système d'échange automatisé pour répondre aux exigences de célérité du monde des affaires désormais plus globalisé et automatisé. Il était temps d'arrimer le mécanisme d'échange des effets au standard minimum des grands systèmes bancaires modernes connus dans le monde entier. La réforme des systèmes de paiement orchestrée par la BCEAO a consisté à remplacer les chambres de compensation où étaient échangés les effets manuellement. Avec le nouveau dispositif, le traitement est exclusivement automatisé sans transport manuel des titres admis à l'échange interbancaire comme par le passé. En ce qui concerne l'échange des moyens de paiement de gros montants, la BCEAO, compte tenu de la portée systémique que toute défaillance pourrait engendrer, a mis sur pied un système de règlement de gros montants automatisé qui soit à mesure de déboucher sur les transferts irrévocables et ultra rapides afin de rassurer les investisseurs et de susciter des investissements. Ce dispositif est connu ici sous le vocable de système de transfert automatisé et de règlement de l'UEMOA, en abrégé STARUEMOA. Tous les ordres de paiement qui sont au moins d'un montant de 100 millions de francs CFA, ou sont caractérisés par leur extrême urgence quel que soit le montant, sont traités ou exécutés à travers le STARUEMOA. L'objectif ici est de rendre opérationnel un système qui exécutera les ordres de paiement en temps réel, c'est-à-dire de façon instantanée. Un retard dans l'exécution d'un transfert peut entraîner par exemple un risque de faillite de la structure bénéficiaire de l'ordre et par corrélation, faire écrouler tout un système. Ce retard ne sera pas aussi sans préjudice pour les affaires du donneur d'ordre et du bénéficiaire. D'où la portée systémique du risque qu'il faut à tout prix éviter par la mise en place d'un dispositif de règlement en temps réel performant. C'est le même mécanisme qui est mis en œuvre par la BEAC en zone CEMAC, mais sous d'autres formulations. B. Système mis en place par la BEAC en zone CEMAC. Comme en zone UEMOA, la BEAC en zone CEMAC a orchestré la modernisation de son système de paiement afin d'arrimer son dispositif de paiement aux standards reconnus aux grandes économies du monde. C'est à juste titre que l'Office monétique de l'Afrique centrale, OMAC, a été créé avec pour ambition de mettre en marche les premières cartes multifonctionnelles de la zone. Ces cartes doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques qu'en zone UEMOA, c'est-à-dire interbancaire et interopérationnelle, pouvant permettre à son utilisateur d'effectuer ses règlements dans les terminaux de paiement de tous les pays de la zone. Dès que la phase opérationnelle entrera nettement en application, ces cartes auront vocation à faciliter les paiements et surtout de permettre aux utilisateurs et aux commerçants affiliés au réseau de manipuler la monnaie immatérielle. Le système fonctionnera également comme en zone UEMOA, en parallèle des modes de paiement direct dominés par l'utilisation de la monnaie en espèces, pièces métalliques ou billets de banque. À l'instar de la zone UEMOA, l'échange ou le règlement interbancaire des valeurs ou effets obéit à la même distinction. L'échange et règlement des valeurs de masse d'une part et l'échange des valeurs ou effets de gros montants d'autre part. Quant à l'échange interbancaire des valeurs ou effets, la BEAC a à travers sa réforme du dispositif de règlement mis sur pied, un système de télécompensation en Afrique centrale en abrégé SYSTAC. Ce dispositif a vocation depuis sa création à exécuter sous forme automatisée l'échange interbancaire des valeurs.
Cette télécompensation empêche désormais le transfert physique des titres ou effets en chambre de compensation comme par le passé. Toutefois, comme dans la zone UEMOA, les chambres de compensation ont été maintenues dans un premier temps, par souci de rattraper les éventuels couacs du nouveau dispositif dans l'attente que ce dernier soit suffisamment huilé. Quant à l'échange interbancaire des valeurs ou effets de montants élevés ou gros montants, la BEAC a mis sur pied un dispositif baptisé Système de gros montants automatisé en abrégé Sigma. Les objectifs affichés depuis sa phase opérationnelle concernent divers impératifs. Il s'agit d'abord de l'impératif de célérité car il faut parvenir au traitement en temps réel des ordres de paiement dont le montant est au moins égal à 100 millions de francs CFA, ou les ordres de paiement dont l'urgence est signalée indistinctement du montant. Il s'agit ensuite de l'impératif de sécurité à travers l'émergence de la monnaie immatérielle plus sûre, et dont les risques de perte et de vol sont réduits pour son utilisateur. Il faut remarquer également que l'utilisation de la monnaie immatérielle ou scripturale est plus propice au nouvel environnement des affaires. La sécurité doit être sans faille car la moindre défaillance peut nuire à l'investissement. La prise en compte de cet impératif peut permettre d'accroître le taux de bancarisation dans la mesure où la monnaie scripturale est l'accessoire d'un compte bancaire dans la plupart des cas. En effet, les deux impératifs sont liés. Leur respect permet d'éviter le risque systémique. Il permet également d'éviter la multiplication des risques de paiement. Par contre, les risques de paiement débouchent inévitablement sur les incidents de paiement. 2. Les banques centrales et la centralisation des risques de paiement. Les risques de paiement sont les situations d'échec de règlement des effets émis valablement par les donneurs d'ordre. Le non-paiement peut découler de l'absence totale de provision dans le compte du donneur d'ordre. Ainsi, le bénéficiaire de l'ordre ne peut recevoir paiement auquel le titre lui donne droit. Cependant, la provision même partielle équivaut en cette matière à l'absence de provision. Pour juguler le flux important d'incidents de paiement, les deux banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont procédé à la centralisation du fichier des incidents de paiement au sein de leurs sous-régions respectives. Les incidents de règlement sont centralisés dans un fichier tenu par chacune de ces deux banques centrales. Concrètement, la Banque centrale fait obligation à tous les établissements de crédit de sa sous-région de lui signaler opportunément tous les cas d'émission d'effets sans provision suffisante et préalable pour satisfaire son exécution voire son dénouement. Les établissements de crédit doivent inscrire sur le fichier communautaire tenu soit par la BEAC soit par la BCEAO suivant les sous-régions, le nom de leurs clients indélicats qui se seraient rendus coupables d'émission d'effets de paiement sans provision préalable et suffisante pour son règlement. La Banque centrale à son tour, doit communiquer à tous les établissements de crédit de la sous-région considérée, le nom du client fiché. Cette communication est fondamentale pour la prévention de la récidive. Le client fiché ne pourra plus se voir attribuer un effet de paiement, s'il figure sur le fichier des interdits de paiement. Même s'il sollicite l'ouverture d'un compte chèque ou un compte courant, le compte lui sera ouvert, mais étant interdit, le banquier après consultation du fichier des interdits de paiement lui refusera la délivrance des effets de paiement auxquels la nature de son compte lui donne naturellement droit. Également, pour éviter la récidive de son client indélicat émetteur d'effets de paiement sans provision préalable et suffisante, la Banque centrale fait obligation à chaque établissement de crédit de tout mettre en œuvre pour récupérer l'effet de paiement dont il est utilisateur. Il faut cependant remarquer que l'inscription au fichier des interdits est faite pour une durée limitée. Au demeurant, l'influence des organes communautaires sur l'activité bancaire en zone OHADA est notable. Ces organes communautaires que sont les banques centrales et les organes de surveillance ou de contrôle, sont de véritables sources de l'activité bancaire. L'ampleur de leur action sur l'activité des établissements de crédit montre la pertinence de l'harmonisation des politiques et stratégies en la matière. Les normes qui s'appliquent désormais aux établissements de crédit émanent prioritairement de ces organes communautaires. Ce n'est qu'à titre subsidiaire ou complémentaire que les organes nationaux interviennent. Section 2. Les organes nationaux concernés. Parmi les organes nationaux qui interviennent dans l'activité bancaire, viennent d'abord les ministères en charge de la monnaie des États membres. 1.
Ensuite les autres organes nationaux chargés du contrôle ou de surveillance. 2. 1. Le ministère en charge de la monnaie, l'autorité monétaire nationale. Dans l'espace OHADA, les autres autorités chargées sur le plan interne d'intervenir dans l'activité des établissements de crédit sont incontestablement les ministères en charge de la monnaie. Même si leur dénomination change au gré des pays et des mutations ou remaniements politiques, leur pouvoir d'intervention dans l'activité bancaire ne s'amenuise pas. Tout au plus, les compétences de l'autorité monétaire nationale en matière bancaire restent constantes si elles ne sont pas croissantes. L'autorité monétaire nationale exerce son pouvoir décisionnel notamment en matière d'organisation structurelle, matérielle et fonctionnelle des établissements de crédit. A. Intervient grâce à son pouvoir d'instruction dans les dossiers de demande d'agrément. B. Et a enfin un pouvoir d'autorisation préalable pour l'accomplissement de certains actes. C. A. Pouvoir décisionnel de l'autorité monétaire nationale. Pour l'accomplissement de certains actes notamment ceux relatifs à l'organisation structurelle, matérielle ou fonctionnelle des établissements de crédit, l'autorité monétaire nationale reste compétente pour prendre des décisions. Toutefois, ces décisions sont prises après avis des autres organes nationaux et même communautaires. C'est à juste titre que la réglementation bancaire en zone CEMAC dispose que l'autorité monétaire prend, sur avis du Conseil national du crédit et sur avis conforme du gouverneur de la BEAC, les décisions relatives au capital minimum des établissements de crédit, aux conditions d'implantation des réseaux, aux conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence, à l'organisation de services communs, à toute question concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements de crédit autres que celles relevant des compétences de la Commission bancaire et du Comité monétaire national. La compétence de l'autorité monétaire nationale est également réelle en matière de demande d'agrément. B. Compétence en matière de demande d'agrément. Les ministères en charge de la monnaie restent compétents pour les questions de demande d'agrément des établissements de crédit, indistinctement de leur catégorie. Les dossiers de demande d'agrément sont déposés ici contre récépissé. En effet, les demandes d'agrément dans l'une des catégories d'établissements de crédit visées à l'article 10 sont formées auprès de l'autorité monétaire. Des réceptions du dossier de demande d'agrément, le ministère en charge de la monnaie doit transmettre à la COBAC ou à la commission bancaire pour instruction. C'est pourquoi, en zone CEMAC, lorsque l'instruction du dossier de demande d'agrément est terminée à la COBAC et que l'agrément doit être prononcé, l'autorité monétaire nationale est de nouveau saisie. Il est précisé que l'agrément est prononcé par arrêté pris par l'autorité monétaire sur avis conforme de la commission bancaire. Dès sa saisine, la COBAC dispose d'un délai de 6,06 mois pour donner son avis, sinon, il y a avis implicite. Dans ce dernier cas, on suppose que le travail technique de vérification des conditions réglementaires requises est fait uniquement par le ministère en charge de la monnaie. Même en cas de refus d'agrément, la décision est notifiée au demandeur par l'autorité monétaire nationale. Parfois, certaines opérations des établissements sont soumises absolument à l'autorisation de l'autorité monétaire nationale. C. Pouvoir d'autorisation de certaines opérations. En outre, au-delà de la compétence de l'autorité monétaire nationale en matière de demande d'agrément, la réglementation bancaire en zone UEMOA précise explicitement que sont subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé des Finances les opérations suivantes relatives aux établissements de crédit ayant leur siège en UEMOA. Toute modification de la forme juridique, de la dénomination sociale ou du nom commercial. Tout transfert du siège social dans un autre État membre de l'UEMOA. Toute opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle, ou de scission. Toute dissolution anticipée. Toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans l'établissement de crédit, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils.
Le rôle de l'autorité monétaire nationale est donc prépondérant et complète l'action menée au niveau sous-régional par les organes communautaires. Les autres organes nationaux contribuent également par leur action à l'assainissement de l'activité bancaire. 2. Les autres organes nationaux de contrôle ou de surveillance. Dans l'espace OHADA, les autres organes institutionnels qui interviennent dans l'activité bancaire sont des structures nationales. Que ce soit en Afrique de l'Ouest en zone UEMOA ou en Afrique centrale en zone CEMAC, les établissements de crédit sont regroupés pour mieux défendre les intérêts de leur profession, faire respecter la déontologie et l'éthique de leur activité. Parfois, c'est l'État lui-même qui prend l'initiative de regrouper les banques pour mieux organiser la surveillance de l'activité bancaire. C'est le cas avec les conseils nationaux de crédit, A. Parfois, les établissements de crédit sont regroupés en associations professionnelles, B. A. Les conseils nationaux du crédit. L'on assiste généralement au regroupement des établissements de crédit sous l'impulsion des pouvoirs publics, pour la défense de la déontologie et de l'éthique de la profession, avec pour objectif l'assainissement et la pérennité de l'activité bancaire. Dans ce cas, le regroupement ne concerne pas seulement les professionnels de l'activité bancaire mais également tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne. Il s'agira dans cette enceinte des représentants du ministère en charge de la monnaie ou de l'autorité monétaire nationale, etc. Cette structuration prend très souvent la formulation de Conseil national du crédit ou CNC. Les conseils nationaux du crédit sont placés auprès de l'autorité monétaire. Leur composition, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret. D'après la formulation faite par le législateur bancaire en zone CEMAC, les conseils nationaux du crédit sont des organismes consultatifs, à compétence nationale, chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation bancaire dans les conditions définies par le présent acte. Quant à leurs compétences, il importe de préciser que ce sont les conseils nationaux du crédit qui dressent et tiennent à jour la liste des établissements de crédit agréés, auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste et ses mises à jour sont publiées au journal officiel. Les propositions faites par les conseils nationaux du crédit s'adressent aux professionnels du secteur bancaire et à toutes ses composantes. Leur rôle a été très prépondérant avant l'harmonisation des normes bancaires au niveau des deux sous-régions, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Leur intervention s'est amoindrie depuis l'harmonisation des politiques bancaires, mais n'a pas complètement disparu. Ces conseils interviennent encore dans la définition des politiques nationales en matière bancaire. Toutefois, leur intervention ne doit pas être en contradiction avec les normes communautaires car ces dernières demeurent supranationales. C'est à juste titre qu'ils étudient les conditions de fonctionnement des établissements de crédit, notamment dans leurs relations avec la clientèle, et proposent toute mesure qu'ils jugent appropriée. C'est ainsi que l'avis des conseils nationaux du crédit est requis par l'autorité monétaire nationale, pour les décisions relatives à la fixation du capital minimum des établissements de crédit, aux conditions d'implantation du réseau, à l'organisation de services communs et à toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements de crédit autres que celles relevant des compétences de la Commission bancaire et du Comité monétaire national. En outre, les conseils nationaux du crédit reçoivent de tous les établissements de crédit, suivant une périodicité et selon les modalités déterminées par l'autorité monétaire, des renseignements relatifs à leur activité et notamment à leurs ressources et à leurs emplois. Ils établissent tous les ans un rapport relatif à la monnaie, au crédit et au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est adressé au président de la République de l'État dont il relève. Les conseils nationaux du crédit en zone UEMOA sont structurés de la même façon que les conseils nationaux du crédit, qui viennent d'être décrits en zone CEMAC. La même analogie existe entre les associations professionnelles des établissements de crédit des deux zones. B. Association professionnelle des établissements de crédit. Les établissements de crédit se regroupent en associations professionnelles pour la défense des intérêts de leurs membres. Dans chaque État membre, tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à l'association professionnelle des établissements de crédit.
Cette association elle-même est tenue d'adhérer à une fédération professionnelle commune aux établissements de crédit, chargée de poursuivre le même objet auprès des institutions à caractère sous-régional. Au terme de la réglementation, CEMAC, l'association professionnelle des établissements de crédit a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun. Pour la défense des intérêts de ses membres, l'action de l'association est très pertinente. C'est pourquoi, lorsqu'un établissement de crédit est soumis à une audition des contrôleurs de l'organe communautaire de surveillance et de contrôle, il peut se faire assister par un représentant de son association professionnelle. L'association des établissements de crédit à laquelle fait partie l'établissement de crédit poursuivi, et son dirigeant, doit absolument désigner l'un de ses cadres en vue d'assurer la défense des droits de l'établissement de crédit membre. Par ailleurs, l'association professionnelle des établissements de crédit peut être sollicitée par le président de la commission bancaire dans le but d'examiner et de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents pourraient concourir au redressement d'un établissement en difficulté. Au Cameroun, cette structure est connue sous la dénomination des associations professionnelles des établissements de crédit du Cameroun, en abrégé APECCAM. La dénomination peut varier suivant les pays ou sous-régions. Cette association professionnelle est ainsi une sorte de typologie de corporation d'établissements de crédit, qui intervient dans l'aspect normatif de l'activité bancaire. Le regroupement des établissements de crédit sous forme d'association est aussi réel en zone UEMOA, et s'élabore dans les conditions identiques qu'en zone CEMAC. Conclusion. À titre conclusif, l'industrie bancaire étant une activité très encadrée, est largement tributaire des normes élaborées par les institutions monétaires et bancaires des deux sous-régions qui composent l'espace OHADA, à savoir les sous-régions UEMOA et CEMAC. L'essentiel des normes bancaires émane des autorités communautaires puisque l'activité elle-même est désormais communautaire, avec des politiques ou des normes harmonisées au niveau sous-régional. L'activité bancaire étant par hypothèse transfrontière, s'internationalise de plus en plus. L'on comprend pourquoi les recommandations élaborées par le comité de Bâle ont fortement inspiré la législation bancaire de l'espace OHADA. Ce n'est qu'à titre subsidiaire voire complémentaire que l'on évoque l'action des autorités bancaires nationales. Enfin, il est important de préciser que ces organes communautaires et nationaux qui interviennent dans l'activité bancaire constituent les principaux acteurs normatifs du système bancaire. Les normes qu'ils formulent sont par conséquent les principales sources du droit bancaire dans l'espace ohadien. C'est donc sous l'éclairage de ces autorités communautaires ou nationales que seront conduits les objectifs et les principes de la réglementation bancaire. Chapitre 2 – Intérêt de la réglementation bancaire, objectifs et principes. Chaque activité est liée à la poursuite d'un ensemble de buts précis. C'est l'intérêt de l'activité qui se résume à la recherche d'un certain nombre d'objectifs. Ce sont ces objectifs qui guident l'action des autorités institutionnelles qui interviennent dans l'élaboration des normes bancaires. L'activité bancaire vise ainsi plusieurs objectifs qui peuvent être généraux ou spécifiques, section I. Les principes bancaires sont les fondements indispensables sur lesquels repose l'activité bancaire. Ces principes sont généraux, s'appliquent à toutes les phases de la mise en œuvre des stratégies et normes bancaires qui s'imposent à toutes les composantes, section 2. Section 1. Les objectifs de la réglementation bancaire. Les objectifs de la réglementation bancaire qui guident l'action des autorités institutionnelles sont très divers. Toute réglementation bancaire vise la poursuite d'un ensemble d'objectifs. De leur parfait accomplissement dépend l'efficacité du système bancaire. Ces objectifs sont parfois définis sur le plan international ou dans les milieux bancaires informels de référence mondiale. Il s'agit dans ce cas des objectifs qui s'imposent librement par la pertinence de leur valeur à toutes les législations bancaires du monde. Ils sont alors qualifiés d'objectifs généraux de la réglementation. C'est le cas du comité de Bâle, qui formule des objectifs sous forme de recommandations qui sont dénuées de toute valeur contraignante,
mais s'imposent presque à toutes les législations bancaires du monde compte tenu de l'importance de leur contenu. C'est pourquoi ces objectifs généraux seront examinés, 1. Avant ceux spécifiques à l'espace OHADA, 2. 1. Les objectifs généraux et principes de toutes les réglementations. Les objectifs généraux sont les buts poursuivis par toutes les réglementations bancaires indifféremment du système bancaire dans lequel on se trouve. Ces objectifs sont généralement définis par les experts des grands milieux bancaires informels du monde. C'est l'exemple des recommandations formulées par les accords de Bâle qui précisent quelques objectifs. Pour l'essentiel, les réglementations bancaires poursuivent les objectifs généraux de la protection de la clientèle ou des créanciers du système bancaire, les objectifs de libre concurrence, A, les objectifs de stabilité et de garantie du système bancaire et enfin, les objectifs de bon fonctionnement des systèmes de paiement, B. A. Objectifs de protection de la clientèle et de libre concurrence. Les objectifs qui visent la protection de la clientèle ou des créanciers du système bancaire seront exposés 1. Avant les objectifs liés à la libre concurrence, 2. 1. Les objectifs de protection des clients. La réglementation bancaire vise avant tout à protéger les clients des établissements de crédit. Aucun système bancaire ne peut se détourner de cet objectif, car il faut que la réglementation vise prioritairement la protection des intérêts des créanciers. Les créanciers du système bancaire étant la masse des déposants, c'est-à-dire ceux qui ont effectué des dépôts ou des placements auprès des établissements de crédit. La recommandation du comité de Bâle propre au ratio Cook vise à assurer cette protection minimale. Si un établissement de crédit ne respecte pas cette obligation minimale, il y aura certainement un risque d'insolvabilité en cas de besoin croissant de retrait des déposants. Toutefois, le ratio Cook doit être complété par d'autres ratios liés à la liquidité des banques à l'instar du ratio de liquidité et du ratio de solvabilité. C'est pour cette raison que la réglementation bancaire est aussi préventive car elle tend en amont à la limitation des risques. Parfois aussi, la réglementation bancaire est curative car elle tend à limiter les dommages. En mettant l'accent sur le renforcement des fonds propres, l'accord de Bâle III recommande désormais aux banques de tout mettre en œuvre en vue d'assurer leur stabilité financière afin de limiter les effets des crises de portée systémique. Concrètement, lorsque les clients du système bancaire ne sont pas rassurés par la poursuite de cet objectif, il y a panique chez les déposants et ils peuvent à tout moment se ruer auprès de leur gestionnaire de compte pour retirer en masse leurs dépôts. Dans cette hypothèse, il y a forcément risque d'insolvabilité puisque ce sont des situations auxquelles les établissements de crédit ne sont souvent pas habitués. La gestion prévisionnelle ne prévoit généralement pas les retraits de masse justifiés par la panique des déposants du système bancaire. Dans ces conditions, il y a risque que l'établissement de crédit ne réponde pas aux besoins de retrait de tous ses déposants. Le but de la réglementation est donc de fixer les ratios ou les normes qui peuvent contribuer à minimiser les effets d'un tel risque. 2. Les objectifs de libre concurrence. L'activité bancaire est une activité très fortement réglementée. C'est pourquoi les autorités, compte tenu de l'importance de cette activité pour l'économie, doivent filtrer l'accès à la profession pour ne laisser aucune chance aux candidats aventuriers. C'est l'application du principe d'autorisation qui est consacré ici, et non celui de déclaration comme pour les associations. Si la réglementation bancaire consacre ainsi le principe d'autorisation à l'accès à la profession bancaire, la même réglementation doit être aussi impartiale et neutre que possible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.